Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler de sport mécanique, on va parler de F1, on va revenir sur le Grand Prix de Chine de Formule 1, sur ce 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Alors ça n'a pas été le Grand Prix le plus beau qu'on ait jamais vu en Formule 1, mais il s'est quand même passé des choses et on va faire notre baromètre habituel après chaque Grand Prix, c'est parti. On commence avec Pierre Gasly chez Red Bull, Pierre qui a fini 6e, le week-end n'a pas encore été simple pour Pierre Gasly, il a servi un petit peu de laboratoire vendredi à Red Bull, sa voiture était équipée de pièces qui permettront de voir si la voiture a des soucis. On sait que chez Red Bull, on trouve que le châssis n'est pas encore au point, on a également réfléchi à une meilleure implantation du moteur, donc quasiment une version B de la voiture qui devrait arriver. Alors pas en Catalogne, je pense qu'il faut envisager plutôt ça à partir du Paul Ricard, mais avec une version, je pense, B déjà de la voiture Red Bull. C'est ce que disait Helmut Marko qui disait on a encore beaucoup de travail à faire sur l'implantation du moteur Honda, on a encore au moins 50% à gagner là-dessus. Et puis le châssis, parce qu'on s'est aperçu, on a vu pendant tout le week-end, que la Red Bull est instable. Alors surtout avec le pilotage de Pierre Gasly, ça a l'air d'être un peu moins le cas avec Verstappen, mais on a des fois des changements de cap assez... Elle a l'air d'être difficile à maintenir cette voiture, et ça pour les pilotes, on aime avoir du confort, un pilote aime avoir du confort dans sa Formule 1. Quand il ne connaît pas la réaction que va avoir sa voiture sur un virage, s'il passe de telle ou telle manière, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Après, il est 6e en course. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il puisse faire mieux, même si j'aimerais, dans mes pronostics, je le voyais un peu plus haut, mais il prend la 6e place. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'en essai, en qualification, il était entre 8 dixièmes et 1 seconde 2 quasiment pendant tout le week-end. Je crois qu'en EL3 il est un peu plus proche, je crois à 6 dixièmes, mais il a toujours été sur cette distance-là, sachant que à certains moments il utilisait des pneus soft, ils n'avaient pas la même stratégie chez Red Bull, c'est-à-dire que lui il a beaucoup utilisé les softs, au final sa stratégie de course est très différente parce qu'il n'a pas eu du tout cette stratégie-là, où il est certes parti avec des softs, mais il a roulé ensuite avec les hards pour finir avec les médiums. Il a utilisé toute la gamme de pneus disponible de la part de Red Bull. Mais surtout en course, il était mieux. Le rythme, certes avec ses softs, face à Verstappen qui est avec les médiums, il était à 1 dixième, 2 dixièmes. Donc en termes de pilotage, je pense qu'on se rapproche de 3-4 dixièmes, ce qui est un écart acceptable entre équipiers. Et puis surtout, la stratégie de course agressive de la part de Red Bull, mais je reviendrai sur le cas Red Bull. Il a fait le meilleur tour en course avec un deuxième arrêt où il est passé des pneus durs aux pneus médiums en fin de course, ce qui lui a permis de faire le meilleur tour en course et donc de récupérer un point au championnat, et ça c'est important pour son équipier Verstappen, ça lui permet de rester 3e au classement du championnat du monde pilote, mais surtout pour le classement constructeur, et Red Bull vise au moins d'être pas très loin de Ferrari et de Mercedes, et ça leur permet de rester à un écart qui est, semble-t-il, raisonnable pour les agents de Red Bull. Mais encore une fois, Pierre Gasly, il a encore du travail à faire sur la voiture, et le week-end n'a pas été parfait. Deuxième français, on va parler maintenant de Romain Grosjean. Alors autant pour Pierre Gasly, on a eu du mieux par rapport aux 2 week-ends précédents, autant pour Romain Grosjean, la spirale infernale continue. Le week-end a été très compliqué, les essais libres 1 ne se sont pas formidablement bien passés. En essai libre 2, il casse son aileron en simulation de qualification. Donc, ce qui fait qu'ils n'avaient aucune donnée pour les qualifications. Ce qui est encore assez incroyable, mais je reviendrai sur As plus tard, mais c'est incroyable qu'on l'ait laissé faire un tour complet avec un aileron cassé, que les ingénieurs ne lui aient rien dit dans la voiture. C'est extrêmement dangereux un aileron qui casse, parce que s'il se glisse sous la voiture, eh bien le pilote n'a plus de direction. Les pneus ne font plus contact avec le sol, il n'a plus de direction, et là c'est direct dans le mur. Sans possibilité de freiner à 300 km/h par exemple dans la ligne droite du Grand Prix du circuit chinois, c'est pas top.
Donc, point noir de ce côté-là, du côté de Haas. La qualif, là encore, erreur stratégique de Haas qui fait partir ses pilotes trop tard. Et surtout qui décide de tout miser sur un relais. Un seul run de qualification. Alors toutes les autres équipes ont fait 2 runs de qualification, ce qui fait qu'ils se sont fait piéger comme Red Bull, mais Red Bull avait un tour. Eux n'en avaient pas, donc ils partent 9 et 10, alors que je pense qu'ils avaient la capacité peut-être de faire 7, au moins d'aller chercher Ricciardo, mais peut-être même d'aller chercher Pierre Gasly sur la ligne de départ. Et puis la course, il n'avait pas de rythme, tout simplement Romain Grosjean pendant tout le Grand Prix. Il l'a dit après en conférence de presse. Grosso modo, il a dit on a eu le même problème qu'à Bahreïn, c'est-à-dire aucun rythme en course sans vraiment comprendre pourquoi. Il explique que la voiture marche très très bien en qualification, ça on l'a vu, on est très performant en qualification, par contre en course on n'a aucun rythme. Et il dit grosso modo, après 2-3 tours, les pneus ne fonctionnent plus du tout, et ils sont râlés pas crête, et ils essayent de ramer comme ils peuvent. Et ça s'est vu parce qu'à un moment il attaque très très fort en fin de course, il réussit à récupérer, à revenir au contact de Albon, pour rentrer dans les points, et puis il a jamais pu dépasser Albon parce que après les pneus étaient complètement morts, alors qu'Albon a une stratégie avec un seul arrêt, et il a ramé pour finir la course. Albon, surtout que c'est un pilote qui a encore une fois une expérience très limitée en F1. On passe tout de suite aux pilotes qui étaient au top sur ce Grand Prix. On commence, les pilotes et les écuries qui étaient au top pour ce Grand Prix. On commence tout de suite avec Mercedes. Eh bien, un nouveau doublé pour Mercedes. C'est le 3e de la saison. 3 Grands Prix, 3 doublés. Pour dire que c'est plutôt le début de saison idéal d'un point de vue constructeur, mais également pour le championnat pilote. Pendant tout le week-end, ils ont été au-dessus. Autant à Bahreïn, ils avaient été pas mal menacés par Ferrari, la pole de Leclerc, mais également, on avait vu en essai libre 3, essai libre 2, la voiture était assez difficile à maintenir. C'est dû au problème mécanique que Ferrari n'avait pas gagné ce Grand Prix, parce que normalement et logiquement, comme l'a expliqué Toto Wolff, le directeur de Mercedes Grand Prix, il devait remporter la course, logiquement, Ferrari. C'était donc un peu une victoire surprise à Bahreïn avec une voiture qui était très instable. Et bien là, la voiture de Bottas surtout, mais même Hamilton en course, très stable. C'est dû aussi à une envie, je pense, en termes de réglage. Ils ont décidé d'avoir une voiture qui était très stable. Ils ont décidé de énormément braquer les ailerons, contrairement à ce qu'a fait Ferrari pour aller vite en ligne droite. Plus vous braquez les ailerons, moins vous allez vite en ligne droite. Mais ils se sont dit, comme on a un moteur qui est performant, ça va compenser. Et ça compensait plutôt pas trop mal. Donc ils étaient rapides dans le secteur 1 et dans le secteur 2. Ils perdaient du temps dans le secteur 3. Forcément, vu que la voiture allait moins vite en ligne droite. Mais en qualification, ils ont fait un tour absolument fantastique. Surtout Bottas qui, dans ce virage 16, nous a fait des passages dans le virage 16 vraiment exceptionnels, avec une voiture qui était vraiment très très stable. Et le virage 16, c'est quand même un virage dans la saison qui permet de savoir si une voiture est très bien née ou si une voiture est assez complexe à conduire. Et puis derrière, après, Hamilton prend un bon départ. Et ensuite, on a une course sans problème. Ils ont très très vite 2 secondes 5, 3 secondes d'avance sur les Ferrari. Ils finissent avec une avance assez importante sur Vettel, avec une Ferrari qui n'a jamais pu suivre leur rythme. Donc pour l'instant, même si Toto Wolff dit la voiture n'est pas parfaite sur quelques points, je trouve qu'elle est encore absolument excellente. Et que c'est quand même mal embarqué pour Ferrari, qui a déjà pris du retard par rapport à la saison dernière. Deuxième pilote qui s'en est bien sorti et équipe, c'est Red Bull. Verstappen finit 4ème. Je pense qu'il ne pouvait pas faire beaucoup mieux Verstappen. Le moteur Honda rend des chevaux et sur un circuit qui a 2 longues lignes droites, et surtout la ligne droite entre le virage 13 et le virage 14, plus d'1 kilomètre, avec un moteur qui rend des chevaux, c'est très compliqué dans ce virage-là de s'en sortir. Enfin, dans ce passage-là. Et puis, il a également un châssis qui n'est pas encore idéal, comme on l'a dit quand j'ai parlé de Pierre Gasly. Le châssis n'est pas encore idéal pour Red Bull, donc ce qui fait qu'ils n'ont pas encore une voiture qui peut viser les podiums, ou qui peut, à la régulière, ou qui peut au moins viser d'aller chercher Ferrari et Mercedes. Et bien pourtant, il fait 4ème en s'intercalant devant Leclerc et en étant entre les deux Ferrari, entre Leclerc
et Vettel, et surtout la stratégie de Red Bull, très agressive. On savait que Gasly partait pour 2 arrêts au stand, c'était le plan A pour Pierre Gasly parce qu'il partait avec des softs, on savait que les softs ne faisaient pas la durée entière de la course. Donc Gasly est parti avec les softs, ensuite il a changé avec les hards assez vite. Et ensuite derrière il aurait pu finir avec les hards, mais ils ont décidé de jouer le meilleur tour en course parce qu'ils avaient la capacité de le faire, parce qu'ils avaient une marche sur Leclerc, et qu'en plus Ferrari n'a pas décidé de faire la même chose avec Charles Leclerc, ce qui est un peu bête, en remettant des pneus plus tendres en fin de course, ce qui fait qu'il fait le meilleur tour en course. Verstappen pareil, stratégie agressive, c'est lui qui a mis la pression sur Ferrari, c'est lui qui a fait déjouer Ferrari, qui a suivi la stratégie de Verstappen alors qu'il n'avait pas la voiture pour le faire ce week-end, et il a réussi à conserver ses pneus, il a fait un grand prix sage, même si à un moment ça a été un petit peu chaud avec Vettel en début de course, mais voilà, Verstappen il est pour l'instant 3ème du championnat du monde, et j'ai l'impression qu'il va se battre pour cette 3ème place du championnat du monde jusqu'au bout. Il faudra faire attention aux pilotes néerlandais. Et encore une équipe qui a fait un bon Grand Prix, c'est Renault. Alors j'aurais pu mettre en Grand Prix moyen, mais j'ai trouvé que Ricciardo fait 7. Hülkenberg avait plutôt un rythme intéressant en course. Après, il a eu encore un problème mécanique, et vraiment Renault doit régler ce problème de MGUK. Je rappelle, le MGUK, une voiture de F1, c'est hybride, et le MGUK, c'est le système de récupération d'énergie au freinage. Ils ont des soucis avec le MGUK, qui a un manque de fiabilité, et pour l'instant, ça leur joue vraiment des gros problèmes. Mais après, Ricciardo prend encore des points. Alors certes, ils auraient pu encore mettre les 2 voitures dans les points comme à Bahreïn, mais il y a au moins une voiture qui est dans les points. Elle est 7ème. Le Grand Prix de Ricciardo est constant. J'ai l'impression également, et dans les interviews que j'ai lues de Daniel Ricciardo, qu'il est beaucoup plus en confiance avec la voiture, qu'il a l'air de s'être enfin adapté à la Renault et à l'équipe. Il a retrouvé le sourire, et quand Ricciardo retrouve le sourire, c'est souvent intéressant pour la suite de la saison, parce qu'il est capable après de faire d'excellents coups, et c'est un pilote qui est excellent, et il a réussi, je pense, à trouver les clés et les solutions pour rendre cette Renault performante, et on sait que Renault va encore travailler sur son châssis et stabiliser son moteur pendant la saison, avec des évolutions bien entendu au Canada. Ça c'est commencé à être habituel d'avoir des évolutions moteurs au Canada. Et puis le dernier pilote qui a fait un bon Grand Prix, c'est Albon. Alors Albon, Alexander Albon, le Thaïlandais, novice en F1, je le rappelle, et puis c'est le pilote, c'est le rookie qui a le moins d'expérience en F1 cette année, parce que je rappelle qu'il n'avait pas mis les fesses dans une Formule 1, dans un baquet de Formule 1 avant les essais de pré-saison en février du côté de Barcelone. Et bien Alexander Albon, il a fait un bon Grand Prix, même si il y a eu, on va dire, un passage à vide samedi. Il avait fait un bon vendredi, travail de qualité, où il était très proche de Kvyat, même je crois, dans une séance, il était devant Kvyat, à vérifier. Je n'ai plus le souvenir de la séance 1. Et puis ensuite, les essais 3, il était très bien en essai 3, il fait le 6ème temps. Mais en fin de séance, dans ce fameux virage 16, qui avait fait tant de mal à Giovinazzi il y a 2 ans, qui est un virage qui est vraiment pas simple, eh bien, il a raté un petit peu l'entrée de son virage 16. Voilà, il tourne un peu trop tôt, ce qui fait qu'il se retrouve dans la Strauter, donc cette moquette un petit peu qui ressemble à, qui est de couleur herbe, mais c'est de la moquette. Et il n'a pas réussi à récupérer la voiture, et il a tapé le mur de côté, la voiture était entièrement détruite, il a fallu refaire une cellule de survie. Donc ça n'était pas simple. Le dimanche s'annonçait donc compliqué, obligé de partir de la voie des stands. Et pourtant, il arrive à remonter avec une stratégie pas simple à tenir pour un jeune pilote. Un seul arrêt sur un circuit où cette année les pneus avaient du mal à tenir sur toute une portion de la piste. Donc c'était dangereux de faire ça. Voilà, il est passé des médiums aux pneus durs. Et en fin de course, il a résisté à la pression de Grosjean en restant très propre dans son pilotage. Et donc ça, c'est très intéressant. Et le pilote thaïlandais est déjà scruté par Red Bull, qui se dit qu'ils ont bien fait de le recruter et de faire casser son contrat en Formula I. Il avait normalement un contrat avec Nissan, je le rappelle, Idams, et ils l'ont fait venir en F1 parce que normalement il ne fait pas partie de la filière Red Bull. Alexander Albon. Eh bien, du côté des équipes où ça a été coup-ci, coup-ça, c'était pas top.
mais pas non plus catastrophique. Eh bien, on va commencer avec Alfa Romeo. Alors, Alfa Romeo, Raikkonen fait 9ème. Week-end pour Raikkonen qui n'est pas exceptionnel. Il a pris ce qu'il pouvait, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire beaucoup mieux avec la voiture. Il a tenté à un moment, il s'est arrêté très très tard, Raikkonen. Il a tenté il a fait qu'un arrêt, je crois même. Mais il a manqué de rythme en course. Après, il arrivait à bien conserver les pneus, même si on sentait que sur la fin de son relais, il avait du mal à faire tourner la voiture. Après, oui, c'est pas un week-end parfait pour lui. Je pense qu'il s'attendait à mieux. Ça fait déjà Bahreïn, l'Alfa Romeo était pas forcément très performante. Là, c'était encore moins le cas. Je ne suis pas sûr, on va parler un petit peu technique, mais je ne suis pas sûr que l'aileron très agressif qu'ils ont, c'est-à-dire avec des bords qui descendent extrêmement bas au niveau de l'avant de l'aileron, soit si efficace que ça. Et je pense que ça engendre des contraintes au niveau du flux d'air qui a du mal à aller sur tout l'arrière de la voiture. Parce que on voit que c'est une voiture qui n'a pas l'air d'être facile à conduire. C'est vrai que Raikkonen n'a pas vécu un Grand Prix simple. Celui qui n'a vraiment pas eu un Grand Prix facile, c'est Giovinazzi. C'est pour ça que je mets que l'équipe c'est moyen, parce que Giovinazzi, par contre, ça a été un Grand Prix difficile pour lui. Mauvais week-end. Ça commence dès les essais libres 1, il fait 2 tours d'installation. Alfa Romeo s'aperçoit que le moteur Ferrari n'a pas été bien monté par les mécaniciens de chez Ferrari qui s'occupent de toute la portion moteur. Il a été monté grosso modo à l'envers. Il y a des pièces qui ne vont pas, donc il a fallu refaire l'installation moteur, ce qui fait qu'il n'a pas pu rouler pendant les essais libres 1. Je dis toujours, quand on perd du temps le vendredi, on ne le récupère jamais pendant le week-end. Et bien ça s'est traduit par des difficultés en essai libre 3. Ça s'est traduit pas encore des soucis techniques en qualification. Il a eu des soucis techniques pendant quasiment tout le week-end, sauf en course. Et en course, il est parti de la dernière ligne et il n'avait pas de rythme et puis il n'avait pas fait d'essai non plus concluant. Et puis c'est pas un circuit, j'ai l'impression qu'il apprécie énormément Antonio Giovinazzi. Son accident il y a 2 ans, enfin c'est double accident il y a 2 ans, je pense que ça fait toujours réfléchir. Et il a eu une course très complexe. Le jeune italien, il faut qu'il fasse attention, Giovinazzi, parce que on sait que dans le Ferrari Driver Development, il y en a un qui tape à la porte, c'est quand même Mick Schumacher. Alors certes, pour moi, Mick Schumacher n'est pas exceptionnel, mais je reviendrai dessus quand je ferai le débrief de la F2. Il arrivera, le débrief de la F2 de Bahreïn. Oui, j'ai 2 semaines de retard là-dessus. Mais faut qu'il fasse attention, Giovinazzi, parce qu'il faut qu'il fasse maintenant ses preuves très rapidement, parce que Mick Schumacher, c'est intéressant. Bon, d'un point de vue pilote, peut-être pas forcément le meilleur pilote du monde, mais d'un point de vue marketing, parce qu'un Schumacher qui va en F1, forcément ça attirera des sponsors pour l'équipe. Et donc de l'argent qui permettra de développer la voiture. Deuxième équipe où ça a été moyen, c'est Racing Point Force India. Perez est 8, Stroll est 12. Du côté de l'équipe, c'est pas catastrophique parce que quand on regarde leur qualification, c'est pas top. Stroll se fait éliminer et puis Perez fait pas un très gros chrono en Q2. Stroll est éliminé dès la Q1. Derrière, le rythme pendant les essais était pas top, surtout sur les relais courses, c'était pas excellent, donc on s'attendait à un Grand Prix difficile de la part de Force India, et puis ils ont profité des soucis de McLaren, ils ont profité du manque de rythme de Haas, et au final Perez prend la 8ème place, qui permet à l'équipe de prendre encore des points, de travailler peut-être plus sereinement également, parce qu'ils prennent des points à chaque course. Et ça va permettre déjà d'accumuler un petit peu plus de points que A. Enfin, ils ont moins plus de points que Williams. Donc, ils peuvent travailler plus sereinement chez Racing Point Force India. Après, la voiture, encore une fois, au niveau aéro, c'est pas ça. Elle est beaucoup trop simpliste. Et de toute façon, il y aura des évolutions. Alors, peut-être pas en Catalogne, parce qu'encore une fois, ils ont construit une nouvelle usine et faut qu'ils s'adaptent au fait d'avoir changé de directeur d'équipe. Je rappelle, les sous viennent du papa de Lance Stroll. Mais on peut s'attendre au Canada à avoir des évolutions et peut-être également cet été des grosses évolutions au niveau de la voiture, surtout au niveau aéro.
Et maintenant, on passe au bonnet d'âne de ce Grand Prix et ça débute avec Ferrari. Et oui, Ferrari, certes, Vettel est 3e, Leclerc est 5e, mais je rappelle que pendant les essais de pré-saison, il dominait normalement, il pensait avoir au moins 5-6 dixièmes d'avance sur Mercedes, au final il n'en est rien. C'est compliqué pour Ferrari, qui a eu des problèmes de fiabilité, encore sur le moteur de Charles Leclerc. Ce qui lui a fait perdre énormément de temps pendant les essais libres 2. Il n'a pas pu faire de simulation de course pour tester l'usure des pneus, comment la voiture se comportait sur les longs relais. Donc ça, il n'a pas pu faire ça. En qualification, ils sont dominés par Mercedes, ça c'est clair et net. Même s'ils sont en deuxième ligne, ils sont loin en termes de rythme de Mercedes. Je crois qu'ils étaient à 7 dixièmes, 7-8 dixièmes, ce qui est assez important en Formule 1. Et surtout, ils pensaient avoir beaucoup plus de marge sur Verstappen. Ils n'avaient pas énormément de marge sur Verstappen. Et puis en course, stratégiquement, le fait d'avoir fait dépasser Vettel, le fait que Leclerc ait inversé ses positions avec Vettel l'a dépassé à un moment. Ça a été une mauvaise idée parce que je pense qu'il soit il fallait le faire plus tôt, soit il ne fallait pas le faire. Mais il s'avère qu'ensuite, ça a coûté une place à Leclerc qui finit 5 parce que Verstappen a pu le dépasser très facilement. Pourquoi ? Parce que la stratégie ensuite a été très compliquée chez Ferrari. Ils ont paniqué quand ils ont vu Verstappen entrer au stand très tôt. Ils ont décidé de faire la même chose et ça n'a pas du tout marché. Leclerc a perdu sa position à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est avec Ferrari en termes de points constructeurs, c'est pas top. Ils sont assez loin de Mercedes, ils sont encore très proches de Red Bull. Et surtout, que ça soit Vettel et Leclerc, ils perdent des points. Et puis en termes d'ambiance d'équipe, on a vu les journaux italiens envisagent et souhaitent surtout que Ferrari décide que Leclerc soit le pilote numéro 1, enfin que les deux aient le même statut dans l'équipe, parce qu'ils considèrent que Leclerc est bien meilleur que Vettel. Après, ça ne m'étonne pas, je l'avais dit, Leclerc, il est un peu dans la même situation que Jean Alesi, c'est-à-dire que l'équipe, les Italiens, les fans de Ferrari ont toujours bien aimé les Français, parce qu'il y a eu Jean Alesi, qui a toujours très bien performé avec la voiture, parce qu'il y a eu aussi dans les années 60 Trintignant, qui roulait sur Ferrari, je rappelle le premier vainqueur d'un Grand Prix français, Maurice Trintignant. Donc voilà, les Ferrari et les Français, c'est toujours une histoire d'amour, et c'est vrai. Didier Pironi également dans les années 80, il était apprécié. Donc c'est sûr que Alesi avait perpétué ça, et même si Leclerc n'est pas français, il est monégasque, je le rappelle, il est considéré comme un francophone. Donc il est apprécié par les tifosi qui veulent le voir gagner devant Vettel. Ça c'est clair et net, parce que dans le cœur des tifosi, Vettel c'est pas Schumacher, Vettel c'est pas un pilote qu'ils apprécient énormément dans l'équipe. Deuxième pilote qui n'a pas fait un bon Grand Prix, c'est Kevin Magnussen. Enfin, Haas en général n'a pas fait une bonne course, mais j'ai déjà parlé de Grosjean lors du bilan des Bleus. Magnussen, compliqué, pas de rythme en course, 13e simplement, alors qu'il était 10e en qualification. En qualification, ça se passe bien chez Haas, comme j'ai dit. En course, ça se passe beaucoup moins bien. Pourquoi ? On ne sait pas. La voiture manque de rythme, l'équipe manque d'expérience également en F1, parce qu'on s'aperçoit dans leur gestion, par exemple de la Q3, ils se sont complètement foirés. Après, pour Magnussen, il va falloir trouver des solutions sur la voiture, parce que si à chaque fois en course ils sont en difficulté, ça va être difficile. Alors est-ce que c'est à cause du vent encore une fois ? Parce que en Chine, il y avait un peu plus de vent en course que lors des qualifications et lors des essais du vendredi, comme à Bahreïn, où il y avait eu beaucoup plus de vent en course. Les températures étaient plus fraîches également du côté de la Chine pour la course par rapport aux qualifications. Donc après, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a dans la voiture, quel est le loup qui se cache dans la voiture et pourquoi la voiture n'arrive pas à fonctionner lors de la course, alors qu'elle est très performante encore une fois sur des runs très courts en qualification. C'est la gestion des pneus de la voiture qui est mise en cause par Romain Grosjean.
Après, pour Magnussen, double mauvais Grand Prix, parce qu'en plus il se fait devancer par son coéquipier Romain Grosjean, et quand on sait que dans l'équipe les deux sont très proches, c'est quand même une déception pour lui. Il s'est fait dominer en course et en qualification, même si en qualification, je rappelle que pour la Q3, ils n'ont pas pu faire de chrono, vu que l'équipe les a lâchés trop tard dans la séance. Autre pilote qui a fait un mauvais Grand Prix, c'est Daniil Kvyat, le russe, The Rocketman. Rocketman est de retour, Daniil Kvyat. Il nous en a fait une belle lors du départ, hein. Tout s'est passé au virage 6, qui était un virage que j'avais signalé lors de ma présentation du Grand Prix de Chine et du circuit de Shanghai, où j'avais dit c'est un endroit où il y a des possibilités de dépassement, parce qu'on a deux trajectoires possibles. Ici, il était à l'intérieur. Puis il a décidé au premier tour, il s'est dit tiens, il n'y a personne à côté de moi, on est au premier tour, tu vois, j'ai de la place. Sauf que pas de peau, il y avait les deux McLaren de Norris et Sainz, et il aurait rentré dedans. Ensuite, il se tape une pénalité qui est justifiée pour moi parce qu'il ne devait pas s'écarter autant de sa trajectoire. Il fallait qu'il regarde dans les rétroviseurs. Il y a un moment, même si on ne voit pas grand-chose dans des rétroviseurs de F1, je pense que là, il voyait au moins Sainz. Et surtout, on est au départ d'un Grand Prix, on ne change pas de voie de manière aussi brusque. Donc voilà, Kvyat, il nous en a refait une belle, comme il en avait fait à son passage chez Red Bull. On se souvient, face à Vettel, c'était lors du Grand Prix de Russie il y a 3 ans, ce qui lui avait coûté sa place chez Red Bull, mais il en faisait déjà chez Toro Rosso quand il était coéquipier de Jean-Éric Vergne. Donc voilà, c'est bien, c'est que malgré un an sans F1, il s'est toujours pas calmé, le russe, il a coûté la course à une équipe. Et c'est le troisième bonnet d'âne, même le quatrième bonnet d'âne, j'avais oublié As. C'est McLaren, et oui, ça a été compliqué pour McLaren lors de ce week-end. Alors, en essai, ils étaient plutôt bien vendredi. Par contre, samedi, ça s'est pas du tout bien passé, que ça soit en essai libre 3 ou en qualification. 14e et 15e sur la grille. Pas de rythme en qualification. Les pilotes disaient c'est un circuit qui ne convient pas à la voiture. La voiture n'arrive pas à fonctionner sur cette piste. On n'a pas assez de grip, mais on n'arrive pas à faire fonctionner la voiture sur ce circuit. Puis ils ont été les deux victimes, Sainz et Norris, du départ de Rocketman, de Daniil Kvyat, et ce qui fait que ils n'ont pas pu faire grand chose, vu comment il s'est écarté. Et Norris a eu de la chance même de ne pas partir en tonneau. Mais bon, le fond plat est endommagé, je pense, pour les deux voitures, et en course, ça donne un abandon pour Norris, et simplement une 14e place pour Sainz, qui n'a pas pu remonter en course. Et puis, le dernier bonnet d'âne, vous êtes habitué, c'est la 3e fois d'affilée qui se retrouve à cette position-là. C'est Williams. Williams, c'est toujours la même chose, je ne vais pas revenir dessus. Manque de moyens. Patrick Head va pas faire des miracles en 2 jours. Je pense même qu'il fera pas de miracle dans l'équipe. Manque de motivation également, j'ai l'impression, du côté des mécaniciens qui considèrent que la saison est déjà foutue alors qu'on n'est qu'à la 3e course et qu'une voiture peut être modifiée dans la saison. On peut avoir des changements radicaux. J'ai l'impression qu'en plus, ils n'ont pas la capacité, les moyens financiers et humains et techniques pour faire une version B d'ici cet été. Donc je pense qu'on fera des petites évolutions sur la voiture, mais que ça ne suffira pas. Après, au niveau financier, ils gagnent de l'argent. Malgré tout, ils gagnent plus d'argent que quand ils étaient performants. Mais ça va être compliqué pour l'équipe Williams. Après, dans le duel Russell-Kubica s'est rapproché un petit peu de Russell. Même si j'ai l'impression qu'en course, il n'arrive pas à tenir le rythme. En qualification ou sur un tour rapide, il arrive à tenir maintenant un peu mieux la comparaison, Robert Kubica. Eh bien, on finit comme d'habitude avec les classements. On commence avec le classement pilote, vous l'avez à l'écran.
Hamilton est passé en tête du championnat du monde. Il a 6 petits points d'avance sur Valtteri Bottas. Les deux pilotes Mercedes qui dominent. Hein, ils ont, Hamilton a déjà 30 points, quasiment 30 points d'avance sur Max Verstappen. 31 points d'avance sur Vettel et 32 sur Leclerc. On s'aperçoit que Vettel-Leclerc, c'est toujours aussi serré au championnat hein, entre les deux, qu'il y a un vrai challenger. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre la stratégie de Ferrari qui dit Vettel est notre pilote numéro 1 et Leclerc est notre pilote numéro 2, surtout que le rythme est très proche entre les deux. 6ème, Pierre Gasly qui a pris des gros points sur cette course et qui passe devant Raikkonen. Et puis ensuite Lando Norris, Magnussen, Hülkenberg complète ce top 10. Du côté du classement constructeur hein, maintenant, eh bien Mercedes est largement devant, 130 points. C'est une avance considérable hein, sur Ferrari. Il y a quasiment 60 points d'écart entre les deux. Et on passe maintenant au classement constructeur et Mercedes qui est largement en tête de ce classement constructeur. L'écart est abyssal avec Ferrari, quasiment 60 points. Mercedes profite, 3 doublés cette saison, quasiment le maximum de points marqués. Il leur manque que les 2 meilleurs tours à Bahreïn et en Chine. Et encore, Hamilton voulait le récupérer. Ferrari, donc deuxième du championnat du monde, 21 points d'avance sur Red Bull, qui pâtit un petit peu des performances de Pierre Gasly, mais qui profite d'un Max Verstappen très constant en ce début de saison. Renault 4ème avec 12 points à égalité avec Alfa Romeo. Ferrari 12 points, tous dus à Raikkonen du côté d'Alfa Romeo Ferrari. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça permet de monétiser la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires. Et puis, on se retrouve pour d'autres sports. Bien entendu, il y aura Paris-Roubaix. Je reviendrai sur l'affaire Clémence Calvin. Je parlerai du Dakar également. Ça, c'est les prochaines vidéos qui sont prévues sur les chaînes. Et puis, je reviendrai sur la Moto Grand Prix du côté de Austin au Texas. Et puis pour la F1, on se retrouve avec la présentation du Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan. Ça sera le 25 avril. La vidéo sera postée le 25 avril vers 15h normalement, avec la présentation du Grand Prix. Puis vous en avez l'habitude, le débrief le mardi matin qui suit le Grand Prix. Voilà, ciao ciao sur l'Amérique Production. On se retrouve pour de nouvelles aventures.